J'ai l'impression d'annoncer l'apocalypse en espérant qu'elle n'ait jamais lieu, évidemment. Et ce que j'ai comme écho, c'est que c'est assez difficile à entendre, tout simplement parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Donc quand ils l'apprennent, c'est de toute façon un message qui n'est pas facile à entendre. Et puis parce que finalement, c'est assez dur pour eux, me disent-ils, que ce soit une femme relativement jeune et avec le sourire qui leur parle de la fin du monde. Et ça pose des questions parce que avec quel type de voix et avec quel type de message on est censé parler de ce sujet. Ça pose beaucoup de questions sur ce que veulent entendre les gens, et c'est aussi des questions sur lesquelles je travaille à titre personnel. C'est-à-dire comment communiquer quelque chose qui est très négatif par essence, comment ne pas créer de sentiments de déni, de distance pour mieux gérer finalement l'urgence et la violence du message. C'est très délicat, et je pense que beaucoup de gens qui travaillent sur les sujets climat y sont confrontés aujourd'hui. Donc s'il y a des solutions, je suis preneuse. D'accord, j'allais dire, parce que du coup, comment est-ce que tu fais au quotidien, mais t'as pas la solution finalement J'ai pas la solution. En tant que chercheuse, on est plutôt factuel. On essaye de présenter les faits de la manière, d'une part, la plus représentative possible, mais aussi d'y associer quelque chose de... voilà, ça pourrait arriver si on ne fait pas ça. Donc, d'avoir toujours une conditionnalité qui permet de l'annuler, entre guillemets. Des fameux indices de probabilité du GIEC, par exemple. Oui, et puis de s'y attaquer, d'agir pour que ça ait pas lieu. Donc ça, c'est un premier moyen, mais sinon, j'ai pas vraiment de solution, parce que de manière plus large, le message de l'urgence climatique, très souvent, il passe pas facilement auprès de publics qui sont pas habitués. Or, c'est aussi une de mes responsabilités en tant que chercheuse et salariée à l'IRIS, qui est un think tank, c'est de faire des communications grand public et de parler de mon travail auprès du grand public qui n'est pas forcément venu pour entendre ce type de message. Alors tu dis, on est très factuel. Est-ce que tu as l'impression de prendre des pincettes aussi ? Est-ce que tu as l'impression de ménager les gens, de prendre sur toi une anxiété que les autres ne réalisent pas ou que tu essayes de protéger ? Non, pour le coup, je prends pas de pincettes quand je parle de certains chiffres. Je vais simplement préciser dans quel contexte ils ont été produits, ces chiffres, et s'il peut y avoir des estimations qui pourraient être plus faibles, par exemple, et pourquoi. Donc essayer de contextualiser certains chiffres. Je vais pas prendre particulièrement de pincettes. Par contre, je vais essayer de montrer qu'on peut éviter ce chiffre-là. Et souvent, ce qui me revient, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de solution technique disponible. Ça, c'est vraiment un écueil. Par exemple, pour la montée des eaux, qui est un de mes sujets, puisque je travaille aussi un peu sur le milieu maritime, quand on parle du nombre de déplacés prévus sur les zones littorales, souvent, les personnes qui lisent ou qui écoutent mon propos vont venir me voir ou me questionner sur la possibilité de construire des digues et pourquoi on n'y pense pas. Et c'est ça qui est le plus compliqué pour moi. C'est pas la première partie où j'annonce le chiffre qui est issu de travaux qui ne sont pas les miens. Souvent, ce sont des travaux, d'ailleurs quasiment tout le temps, ce sont des travaux de scientifiques du GIEC ou de rapports d'experts d'agences onusiennes. Ça va être de leur annoncer la mauvaise nouvelle de la limite de la technologie et de ce qu'on peut faire en tant que société pour lutter contre ces conséquences du changement climatique. Et ça, c'est vraiment la partie de briser finalement le petit espoir qu'ils ont. Le rêve de on va s'en sortir de toute façon, la technologie nous sauvera. Exactement. Ça, c'est la partie la plus délicate, parce qu'on a déjà annoncé une mauvaise nouvelle. Ils nous supplient, entre guillemets, d'accepter leur solution, et on est obligé de leur dire que non, cette solution, elle sera pas suffisante. Sinon, on l'aurait déjà fait et on serait pas là en train d'annoncer ces mauvaises nouvelles. Ce que les gens n'acceptent pas, c'est l'irrévocabilité de la chose, et le fait que ce qu'on annonce, en fait, c'est pas, même si c'est conditionnel, on peut pas facilement s'en extirper. Oui. Et c'est là où il faut faire ça avec suffisamment de douceur, je dirais, pour que ce soit un message qui passe, et en même temps, vraiment être très diplomate dans ce qu'on dit, pour pas créer de déni, pour pas créer de rejet. Parce que c'est une réaction relativement commune de dire ma solution n'a pas été approuvée, entre guillemets, je vais continuer telle quelle, puisqu'on n'a pas la solution, ou ça aurait pu être une solution, mais vous venez de dire qu'on la choisit pas,
je vais continuer aussi. Donc ça, c'est vraiment un équilibre difficile à trouver. Et donc c'est psychologiquement pas facile pour moi. Donc j'arrête pas de me répéter que ce sont les scénarios du pire et qu'on ne devrait pas y arriver. Mais c'est vrai que dans ce travail-là, on est toujours sur le fil par rapport à la collapsologie, l'effondrement, etc. Parce que finalement, si on additionne toutes les mauvaises nouvelles sur lesquelles je travaille depuis que je suis arrivée à l'Observatoire Défense et Climat, c'est pas un très très bon scénario. Et effectivement, un autre moyen de gérer ce sentiment-là, ce serait de partir m'installer en dehors de Paris, en autosuffisance, et de ne plus dépendre de systèmes dont je sais qu'ils présentent une fragilité sur laquelle je travaille de manière constante.